Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 14 du Fougou, le podcast magique un peu piquant. Comme d'habitude, je suis en compagnie de mon compère Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent, bonjour à tous nos auditeurs. Je vous propose de commencer directement avec le sommaire de cet épisode numéro 14. Olivier nous parlera d'un tour de Fennec Mexican Revolution. Puis nous aurons une discussion libre autour de la magie sur YouTube. Et enfin, on terminera par une petite review d'un tour qui s'appelle Pure Psychometry de Dee Christopher, commercialisé par 1914. Je vous propose qu'on commence tout de suite par la news d'Olivier. Cette information, elle concerne l'épisode 12 qu'on a consacré à Max Maven au sujet des livres TH Series, qui étaient nommés volume 1. Et on se demandait, parce que ça faisait déjà de nombreuses années qu'on attendait le numéro 2, j'avais posé la question, j'avais pas eu de réponse, mais dans sa dernière vidéo, Ludovic nous donne un scoop en parlant du TH Series, en disant que ça fait longtemps qu'il est en préparation, 6 ou 7 ans, et qu'il arrivera un jour. Mais il arrivera. Donc voilà, au moins on aura répondu à cette question, il y aura bien un volume 2. Certainement peut-être la plus grande énigme de l'univers de la magie. Je sais pas, en tout cas, ça sera une bonne occasion de poursuivre le chemin avec Max Maven. Mais avant de poursuivre sur nos discussions, tu avais un tour dont tu ne voulais pas nous parler. Et oui, un tour qui s'appelle Cool Real ESP Be Happening. Rien que le nom est un poème pour la modique somme d'à peu près 70 € quand même, et qui comporte, je pense, le matériel le moins bon que j'ai reçu jusqu'alors. Donc on a 12 cartes ESP Jumbo de mauvaise qualité, clairement c'est du papier qui a été plastifié avec un design plus qu'approximatif, et une notice d'à peu près une demi-page, écrite plutôt grosse, absolument pas précise, c'est l'explication grossière, incomplète et inexacte de comment marche la routine, qui fait référence à soi-disant une vidéo sur le site web qui ne marche pas. J'oubliais, on reçoit aussi une énorme ardoise Velleda et un feutre, deux choses qui ne servent absolument à rien dans le tour, mais qui sont dans le packaging. Alors les cartes ont été soi-disant designées pour rentrer dans une poche de pantalon arrière, mais bon en même temps si t'es obligé de te trimballer l'ardoise géante, ça sert à rien que ça rentre dans ta poche, autant que ça rentre dans ton sac. Franchement, le tour ne marche qu'en langue anglaise et pas en langue française. Il faut travailler à déconstruire la routine, à comprendre comment elle marche pour pouvoir l'adapter à la langue française, ce que j'ai réussi à faire. Donc si certains auditeurs ont acheté le tour et qui traînent dans un placard et qui veulent savoir comment le faire marcher en français, envoyez-nous un message, je vous donnerai la solution. Alors, je te propose qu'on enchaîne avec quelque chose, par contre, qui vaut le coup d'être exploré. Tu voulais nous parler de Mexican Revolution. De Fennec. Alors tu vas me demander comment suis-je arrivé à ce tour ? Eh bien en fait, c'est suite à l'acquisition d'Entourage de Gordon Bean, je me suis intéressé à cet auteur et j'ai voulu trouver d'autres tours auxquels il aurait participé, et c'est comme ça que je suis arrivé sur Mexican Revolution, parce qu'il faut savoir que dans cette routine, il y a un bonus qui s'appelle Jaywalk, qui reprend un peu le même principe de Gordon Bean. Mais bon, on reviendra à ça dans un petit moment. D'abord, Mexican Revolution, de quoi s'agit-il ? C'est un tour de petit paquet avec 4 valets. Donc vous les présentez à votre public, et lorsque vous égalisez votre paquet, vous pouvez constater qu'en retirant la première carte, un des valets s'est retourné, puisque à présent, il y a un dos bleu qui est visible. Vous posez vos cartes dans votre main de donne en escalier. On voit donc 3 valets et un dos bleu. Vous passez votre main libre par-dessus et instantanément, un deuxième valet se retourne. Vous avez donc à présent 2 valets face visible et 2 dos bleus face en l'air. Vous extrayez le valet supérieur que vous passez au-dessus de vos cartes. À nouveau, un valet se retourne. Le dernier valet qui vous reste en main, vous le glissez sous les 3 autres cartes. C'est à présent le seul qui est face visible. Vous secouez votre main, le dernier valet vient de se retourner. Vous prenez un des valets, vous le retournez face en l'air. Vous refermez votre étalement, et là, lorsque vous reprenez les cartes, lorsque vous les étalez, tous les valets sont revenus face en l'air. Et non seulement ils sont revenus face en l'air, mais en plus, ils ont changé de dos, puisqu'à présent, ils ont des dos rouges.
3 climax, assez peu de temps passé finalement. Il y a très peu de manipulation finalement. À chaque fois, c'est je pose ma main devant, ça se retourne 3 fois de suite, et juste une fois, je change le valet de place, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc tu les as vus tout d'abord face en l'air et mis à part le dernier que tu vas retourner, non, que tu vas glisser sous le jeu et dans le mouvement de le pousser, il va se retourner. On est sur un effet de petit paquet, on est clairement sur du close-up, on est sur quelque chose que les gens vont voir de près, donc il y a un effet fort de la magie dans ces cas-là. Qu'est-ce qui t'a convaincu sur ce tour? C'est justement ce retournement très visuel, très rapide, très visuel, parce que tu donnes pas l'impression d'avoir touché quoi que ce soit. Tu recouvres vraiment avec ta main et ça s'opère automatiquement, oui. Ça ressemble vraiment beaucoup à une routine de John Bannon qui s'appelle, il me semble que c'est les valets acrobates, c'est dans son dernier livre, dans Impact, où tu as une série comme ça de valets qui se retournent, mais la différence, elle est que tu es obligé de faire des manipulations avec les cartes pour chaque retournement, et donc tu es obligé de refaire un comptage, et donc ça crée cette idée que tu manipules beaucoup les cartes, même si pour les gens c'est simplement le fait de les faire défiler, et donc ça reste magique. Mais là, je trouve que l'effet magique est amplifié par le fait que les cartes, elles bougent pas, elles sont dans ta main, il y a juste ta main qui passe devant et qui retourne, qui fait que la carte se retourne. Donc je trouve que c'est une belle évolution, un bel upgrade des valets acrobates. Je pense même d'ailleurs que ça pourrait presque être quelque chose à pouvoir combiner, faire d'abord les valets acrobates avec beaucoup de mouvements, et puis, ou alors l'inverse, peut-être faire les valets acrobates, parce que le final des valets acrobates, c'est des cartes arc-en-ciel, donc c'est aussi intéressant parce qu'il y a ce changement de dos, et qui permet en plus de laisser à la fin les cartes à l'examen. Donc ça pourrait presque être un bon binôme à mettre en œuvre. Et dans la routine que tu viens de me décrire, sont des cartes normales? Dans la routine de John oui, Bannon. ce sont des cartes normales. Ce sont des cartes normales. C'est juste qu'il y a une carte un peu en plus qui traîne, qui est utilisée à la fin de manière à justifier un mouvement particulier, et qui permet de s'en affranchir avant la fin de la routine. Donc on termine, mais les cartes sont entièrement normales. Alors que là, évidemment, il y a une carte gimmick, comme tu te doutes. Une carte gimmick qui, dans sa conception, est pas franchement nouvelle. Je l'avais déjà vue dans des jeux gaffes, des choses comme ça, qui a un aspect visuel qui rend bien. Ça choque pas. En revanche, ce n'est pas le cas du gimmick utilisé pour la routine bonus Jaywalk. En fait, c'est une routine de Bonto qui se fait avec 4 cartes. Ces 4 cartes qui sont face cachée, et vous expliquez que vous avez donc un valet et 3 jokers. Vous montrez le valet ouvertement, vous le mettez avec les jokers, et vous expliquez que ça va être un peu compliqué pour le spectateur de retrouver la carte. Alors vous vous proposez de lui montrer où se trouvent les jokers. Vos 4 cartes sont donc dos visible, étalé dans votre main en escalier. Vous passez votre main, un premier joker se retourne. Vous refaites la même opération 2 fois de suite, et un deuxième et un troisième joker vont se retourner. Il ne reste plus qu'une qui est face cachée, évidemment, le valet. Vous refermez votre étalement, vous lui dites, écoutez, maintenant ça va être très simple, tu vas pouvoir retrouver facilement ta carte. Vous proposez de commencer le bonto, vous réétalez les cartes, et là, cette fois, elles se sont à nouveau retournées. Toutes sont dos visible. À présent, vous prenez les cartes une à une, vous les déposez dans la main du spectateur, et surprise, ce ne sont plus des jokers et un valet, mais ce sont les 4 valets. Alors, comme je te le disais, le gimmick est un peu moins bon sur cette version. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je crois que dans la première version, on a affaire à un gimmick qui représente des dos et que ça passe très bien. Là, c'est un gimmick qui représente des faces, et l'illusion est moins bonne. Il me semble que avec une lumière trop directe, l'illusion ne serait pas aussi convaincante qu'elle l'est avec la carte gimmick dos. De plus, cette routine, je la considère vraiment comme un bonus parce qu'elle est extrêmement courte. Alors peut-être, pour la rendre plus intéressante, il faudrait que vous fassiez avant un réel bonto, avec les mêmes cartes, 3 jokers et un valet. Vous fassiez un change, et pour terminer, avec cet effet. Par contre, point positif, c'est le final. Parce que lorsque vous déposez les 4 cartes dans les mains du spectateur, ce sont vraiment 4 cartes. Il y a
pas une supplémentaire. Alors évidemment, il y a un peu de management de votre spectateur parce que il faut l'empêcher de faire ce que vous n'aimeriez pas qu'il fasse, mais bon, ça reste du management normal, il n'y a pas vraiment de risque. On est clean, on finit avec 4 cartes, c'est vraiment le point fort de cette routine. Quant au prix, cet article est vendu pour la somme de 16,95 €. Ouais, on peut dire 17 € quoi. Conclusion, c'est une routine que tu recommandes. C'est une routine que je recommande parce que visuellement, c'est des transformations ultra rapides. Après, bon, il faut que vous ayez envie de ce genre d'effet, mais sinon, comme tu le disais tout à l'heure, hein, au lieu d'avoir des transformations, des changements qui se font après des comptages et des mélanges et des choses comme ça, là, c'est vraiment à vue. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir cet aspect visuel, rapide, alors c'est une routine qui est faite pour vous. Eh bien, je te propose qu'on passe au sujet suivant. On voulait vous parler, avec Olivier, de YouTube. Notamment de quelques nouveautés sur YouTube et peut-être, pourquoi pas, de l'impact que ça aura sur la magie sur YouTube de manière plus générale. Oui, en fait, je m'interrogeais sur l'avenir de la magie quant à YouTube. Parce que on voit des évolutions sur ce qui est la monétisation. Donc, alors, pour des gens comme nous, qui faisons ça pour le plaisir, on se pose pas la question. Mais des gens qui auraient envie de vivre de ça, je vois pas trop comment les magiciens pourraient s'en sortir financièrement sur cette plateforme. On parle de potentiellement la rémunération que YouTube permet d'avoir avec les vues de ses vidéos. C'est ça, hein, dont on parle. Oui, tout à fait. Oui. Je pensais à, par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos comme Alexis, qui a lancé son Patreon, et je me demande pourquoi cette démarche. Parce que je pense que les rémunérations YouTube sont pas suffisantes pour les magiciens. Dans le sens où la magie, c'est déjà une niche. Si tu fais de la magie en français, alors tu restreins encore un petit peu plus ton public, à part avoir des partenariats avec des créateurs et parler de leurs produits, sinon vivre de cette passion ou du moins dégager un petit bénéfice qui te permet de couvrir tous les frais que une production engendre, eh bien je vois pas trop ce que YouTube a à t'offrir actuellement. Le vrai sujet, c'est ça, hein, c'est que YouTube, lui, ce qui l'intéresse, c'est les grosses audiences. Donc aujourd'hui, quand t'es dans la magie, et même si t'es sur de la magie, j'ai envie de dire à l'international, parce que il faut déjà différencier, on va dire, le marché francophone et le marché anglophone de YouTube, et se rajoute à ça la niche dans laquelle sont les magiciens. Les magiciens anglais peuvent très facilement donc passer du marché UK au marché US. On l'a vu avec des gens comme Lloyd Barnes par exemple, ou même Peter Turner, qui ont explosé au niveau international grâce au marché américain, ce qui ne sera pas le cas d'un magicien français qui, en tout cas, opère en langue française. Et donc, cette double niche, niche francophone, niche magique, elle fait que ça va être très dur de faire des grosses audiences et donc de vivre de la YouTube Money. Ce qu'on appelle la YouTube Money, c'est ce que YouTube reverse de ses, on va dire, de ses bénéfices publicitaires ou de son chiffre d'affaires publicitaire aux créateurs de contenu. Oui, c'est très dur, donc aujourd'hui on le sait, même les très gros youtubeurs peuvent gagner beaucoup d'argent par rapport à des personnes lambda, mais ne gagnent pas la majorité de leur rémunération grâce à la YouTube Money. En magie, on peut imaginer qu'il y ait des sponsors, je pense à des producteurs ou des boutiques, qui sont des sponsors assez naturels, mais ça reste un marché de niche, donc avec un nombre de sponsors plutôt niché. Ensuite, les dons, via les différents systèmes de donation, donc que ce soit Patreon ou autres, il y en a quelques autres, Tipeee notamment, et même, j'ai envie de dire, le système de donation, il est clairement influencé par la taille de ton audience. On sait très bien que il y a à peine 1% des gens qui sont abonnés, mais quand je dis 1%, je suis encore généreux, qui vont devenir des donateurs. Patreon, c'est plus des dons, c'est carrément un abonnement. Oui, c'est un système d'abonnement, mais en fait, c'est de la donation régulière. Après, contre de l'activité, mais le système de dons sur YouTube, il a toujours été présenté comme un système d'abonnement ou de don contre don ou d'exclusivité, de membership. Et il y avait des donations qui étaient assez libres. Tu pouvais dire, je donne 2 € par mois, alors oui. Que sur Patreon, tu me corrigeras si j'ai tort, mais si je prends l'exemple d'Alexis, c'est 9,90 je crois par mois. Bon, ça c'est quand même assez élevé, quoi. C'est des donations que tout le monde
peut pas forcément se permettre. YouTube, il voudrait aussi que tu t'abonnes à hauteur de 10 euros pour avoir le service premium sans les publicités. Donc si tu dois donner 10 euros à YouTube par mois, 10 euros à un YouTuber privé, bon, ça devient compliqué, quoi. C'est toute la difficulté du basculement vers un web payant. On a été abreuvé pendant des années d'une idéologie du web gratuit et YouTube et Google ont participé à ça grandement. Et aujourd'hui, quand les gens disent tout le travail que je fais, c'est censé avoir de la valeur, donc j'aimerais bien le valoriser, il faut revenir et se dire ah oui, mais en fait tout ce que je consommais jusque-là, que je consommais gratuitement, peut-être qu'il va falloir que je lui alloue une certaine valeur. Et que cette valeur que je lui alloue, il va falloir que je me pose la question de est-ce que je suis capable finalement de la payer. Alors on peut étendre ça à un peu plus que YouTube, on peut parler de Facebook. Bien sûr. Auparavant, on avait des sites, on avait beaucoup de créateurs de sites. Et puis, il y avait des contraintes, parce qu'il fallait le maintenir, parce qu'il fallait payer un nom de domaine, un hébergement et tout ça. Et puis, sont arrivés Facebook en disant, ouvrez votre page chez nous, c'est gratuit. Et maintenant, dès que tu veux faire la promotion de ton site, on te dit, maintenant, il serait temps de payer pour promouvoir, pour toucher plus de personnes. T'as beau avoir 1600 abonnés, et les 1600, ils reçoivent pas tes informations. Si tu as un tiers qui reçoit ton info, tu dois t'estimer content. Donc, je comprends, parce que moi, je me suis toujours dit, ça s'arrêtera. Il faut bien que les gens y gagnent. Alors, il y a la publicité, certes, mais au bout d'un moment, il faut que ces entreprises gagnent de l'argent. Et je crois que malgré ça, même sans les abonnements, elles réussissent à gagner de l'argent. Le fait est que aujourd'hui, je vais pas pouvoir donner 10 euros à Facebook, 10 euros à un magicien que je suivrai, 10 euros à un autre, à YouTube. Enfin, c'est trop compliqué. Et moi, en tant que consommateur YouTube, je m'intéresse pas qu'à la magie. Tu vois, il y a plusieurs domaines et je peux pas donner à tout le monde. Oui, bien sûr. Partant de ce principe, je me suis dit, bon, si tu fais du YouTube sans en attendre une rémunération, très bien, tu vas pouvoir encore t'en sortir. Les gens qui vont te regarder, ils prendront la publicité malgré eux et libre à eux de souscrire à un abonnement pour éviter cette publicité. Mais toi, en tant que magicien, tu vas jamais vivre de ça. Donc, tu vas être obligé de passer par un moyen plus rémunérateur de type Patreon. C'est sûr, mais même Patreon, ça sera limité. Toi-même, tu le dis, aujourd'hui, tu vas pas forcément aller donner 4 euros à l'un, 4 euros à l'autre. Donc, dans la réalité, la seule chose, c'est de savoir est-ce que on est prêt à consommer tout ce qu'on consomme? Est-ce qu'on consomme pas trop de contenu? Est-ce que tout est justifié? Est-ce qu'on peut vivre de la production de contenu? Et si oui, est-ce que ce qu'on produit a suffisamment de valeur pour être rémunéré? A priori, je pose la question. Ce qu'on fait là, tous les deux, est-ce que les gens sont prêts à payer pour l'avoir? Je pense pas. Non, je pense pas. Ça n'a jamais été notre but non plus. Nous, on fait ça parce que ça nous amuse et on demande rien. Mais il est pas rare, et là je sors du cadre de la magie, j'entends des gens qui disent « Ah, je viens d'acheter pour 1000 euros de matériel et je veux pas être de ma poche. Alors, je vous fournis de l'amusement ou des informations et j'entends que vous contribuez à l'achat de mon matériel. » Mais j'ai envie de lui répondre « Excuse-moi, je t'ai pas demandé de faire des vidéos, quoi. » C'est exactement ça. J'ai envie de te dire, la vidéo que tu vas produire, soit elle a suffisamment de valeur pour que les gens soient prêts à la payer, soit elle en a pas. Et à ce moment-là, du coup, personne ne va l'acheter, et donc ça ne restera que de la vidéo d'amusement. La grande majorité de ce qui est produit, et je parle pas que de l'univers de la magie, je parle de plein d'autres univers, mais en magie c'est aussi vrai, n'a pas la valeur qu'on pourrait attendre. Enfin, je suis désolé, aucune des vidéos de magie que j'ai pu voir ne mériterait de payer et de s'abonner pour avoir ce type de vidéo. Ça n'est pas suffisamment intéressant, ça n'est pas suffisamment travaillé, ça n'est pas suffisamment poussé pour avoir un quelconque intérêt, si ce n'est de soutenir le créateur qu'on aime bien, et ça s'entend parfaitement, mais je ne connais pas de contenu, et pourtant j'en consomme beaucoup, qui mérite d'être acheté. Le risque, c'est de voir les bons créateurs s'en aller et que YouTube, ça devienne une boîte un peu vide, quoi. Je pense pas. Je pense que les bons créateurs, soit ils sont vraiment des bons créateurs et donc ils ont un esprit aussi de la magie qui est d'échanger, de partager, de faire les choses. Soit ce sont des gens qui ont vocation à gagner leur vie avec la magie. Et je dis pas qu'on peut pas vouloir gagner sa vie et être un bon créateur. Je dis juste que à ce moment-là, leur place est pas sur YouTube, elle est ailleurs. Et du coup, ils s'en iront certainement. Mais il y aura toujours des gens
qui seront des bons créateurs et qui auront envie de partager, d'échanger, de proposer des contenus, que ce soit de la magie pure, que ce soit de la critique, que ce soit du partage d'informations, peu importe, mais je pense qu'il y aura toujours des gens avec l'envie communautaire, et puis il y aura ceux qui ont pas l'envie communautaire, mais qui ont l'envie financière et qui iront ailleurs. Et ces deux voies totalement respectables qui cohabiteront, comme elles cohabitent déjà, d'ailleurs. Il y a des gens qu'on voit pas sur YouTube qui produisent plein de vidéos en VOD à acheter à 5, 10, 12, 14 balles sur Penguin Magic ou autre. Voilà. Et là aussi, c'est pas forcément de la qualité. C'est pas toujours de la qualité non plus, c'est sûr. Si tu le souhaites, je pense qu'il est peut-être temps qu'on passe à un autre sujet et que tu nous parles de pure psychométrie. Exactement, qui est la sortie de Dee Christopher avec 1914 Magic, qui est une entreprise de production de produits de mentalisme essentiellement, beaucoup de mentalisme, un peu de magie de manière générale. Qui se veut une boîte de production un peu haut de gamme quand même. Hein. J'ai envie de dire, pas tellement le fait que ce soit haut de gamme, mais le fait que ce soit exigeant. Parce que je trouve que leurs prix sont plutôt corrects par rapport à d'autres producteurs de magie. Je trouve qu'ils abusent pas non plus trop sur le prix des produits, mais par contre ils sont exigeants sur la qualité de ce qu'ils sortent. Ils sortent des produits en général avec un matériel de très bonne qualité et surtout des vidéos d'apprentissage qui sont plutôt de très très bonne qualité. Donc je dirais que c'est plus que haut de gamme, c'est plutôt une maison de production exigeante. Et donc ils ont sorti de manière assez, alors pas confidentielle, mais je trouve qu'elle n'a pas été très remarquée, et en plus elle est même pas très mise en avant sur leur site web, un set de psychométrie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la psychométrie, c'est une des disciplines, on va dire, du mentalisme, en tout cas un des grands types de tours qu'on retrouve en mentalisme, où un mentaliste va proposer à des spectateurs de mettre dans des compartiments opaques. Alors ça peut être des boîtes, ça peut être des sacs, ça peut être, enfin voilà, tout ce qui peut contenir un objet et être opaque. Traditionnellement, c'est souvent des enveloppes. Ouais. On peut aussi avoir de la psychométrie avec des enveloppes, c'est vrai. Et il va du coup collecter ces contenants avec les objets à l'intérieur, et il va être capable, sans avoir vu qui a mis quoi dans quel contenant, de remettre les objets à leur propriétaire. Donc l'histoire veut que ce soit grâce à la captation d'une certaine forme d'énergie. Donc ça, c'est toute l'histoire autour de la psychométrie qui est issue des séances Spirit, d'ailleurs, qui devaient avoir lieu dans les années, je dirais peut-être dans les années 30, mais je me trompe peut-être. Je suis pas spécialiste. Vous avez en fait un set qui est composé d'un bandeau en velours rouge. Tout est en velours rouge. 4 petits sacs qui permettent de contenir des objets de petite taille, type smartphone, montre, clé, alliance, même un porte-monnaie, un porte-carte. On peut aller jusqu'à, on va dire, un grand smartphone rentre à l'intérieur. Avec ces 4 sacs et ce bandeau, vous recevez 1h30 à peu près d'instructions et de routine et de réflexion, et aussi un peu d'histoire autour de la psychométrie, donc pour vous aider à monter votre routine. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce set, c'est que vous avez donc on va dire une première partie qui vous explique la routine de psychométrie de base que vous pourriez faire avec n'importe quel set d'ailleurs. Et puis après, il vous propose 5 structures de routine de psychométrie différentes que vous pouvez utiliser selon les conditions dans lesquelles vous voulez être, si vous êtes devant une très très large audience, si vous voulez faire du pré-show, si vous voulez quelque chose de très théâtral, si vous voulez quelque chose de plus intimiste. Et après, vous pouvez adapter ces structures à votre histoire, à ce que vous voulez faire. Et en plus de ces 5 structures, il vous propose un mélange entre cet élément de psychométrie et un book test, et puis une dernière partie sur comment rendre crédible cette présentation, parce que c'est souvent ça qui pêche dans ce type de routines. Ce sont des routines qui finalement, si elles sont mal incarnées, sont pas très agréables à regarder. Et puis enfin, une petite idée avec du coup un matériel qui n'est pas fourni, mais comment faire une routine de psychométrie avec des quivers, qui est un petit porte-monnaie à change. 4 quivers. Il faut quand même avoir 4 quivers pour faire la routine. Mais ça revient cher. ça revient cher. Ça revient cher ton essai.
Enfin, je trouvais que l'idée était originale. Il y a des choses à aller piocher dedans, le détournement, la façon dont il réfléchit. On sent que c'est un truc qui lâche un peu, voilà, un peu au dernier moment. Il en rajoute une petite couche, c'est pas très long, mais voilà. Et c'est intéressant de voir l'idée qu'il peut y avoir de comment est-ce que je peux inventer mon propre moyen de faire de la psychométrie avec d'autres outils. Oui, parce que comme tu le disais, la psychométrie, c'est un thème récurrent dans les livres de mentalisme. Et souvent, ce qui rebute un peu, je joue pour moi, alors, d'abord, c'est parce que généralement, c'est plus des choses de scène, voire de salon. Donc, en tant qu'amateur, c'est pas quelque chose que tu vas présenter forcément. De plus, t'es censé prendre des objets de personnes que tu connais pas. Donc, évidemment, si tu le fais à ta famille, ça va devenir un petit peu compliqué. Après, tu peux jouer sur les ondes que tu perçois, bien entendu, mais bon, il restera toujours un doute. Et puis, souvent, ce qui m'embêtait le plus, c'est qu'il y avait du matériel à préparer. Alors, soit des enveloppes, soit des sachets. Faut être un peu adepte de la couture pour faire certaines choses. Donc voilà, ça, c'est le genre de routine qui m'ont jamais vraiment intéressé. Du point de vue de la structure, ça m'a intéressé si tu veux, mais j'avais jamais eu envie de présenter parce que ça s'y prêtait pas du tout. Et là, t'as vraiment le truc clé en main. Et connaissant un peu le travail de 1914, c'est vrai que on l'a vu sur Eclipse, hein, sur le jeu de cartes. Ouais. Bon, le jeu, il est ce qu'il est, il en existe des tas, mais la qualité des routines qui sont fournies, la qualité de l'immatériel, hein, parce que là, le matériel, tu nous diras ce que tu en penses au niveau qualitatif, mais la qualité de l'immatériel, c'est-à-dire des vidéos, c'est vraiment un des points forts de cette société. Ah oui, ça, clairement, les vidéos, j'avais déjà en fait 2 routines de psychométrie différentes dans mon arsenal que je fais régulièrement. Clairement, j'ai appris des choses encore dans les vidéos de pure psychométrie. Je pense pour les gens qui n'ont jamais fait de routine de psychométrie que c'est un super bon produit pour démarrer. Avec ce produit-là, vous avez de quoi faire des années de routine. Vous allez apprendre de très très bonnes bases. Vous allez avoir de quoi imaginer d'autres choses. C'est très très bon. Et j'ai oublié de dire un truc dans l'immatériel aussi. Vous avez un PDF qui ressemblerait à un petit livre d'une centaine de pages quand même. C'est déjà le bon PDF, hein. Je crois qu'il y a peut-être 15 ou 20 routines de plus qui mélangent de la psychométrie, de l'astrologie, de la cartomancie, des readings. C'est une collaboration entre Dee Christopher et Lewis Leval, qui est l'autre acolyte de 1914 Magic. Clairement, vous avez un immatériel de fou et un matériel d'excellente qualité. Le bandeau pour les yeux est vraiment très classe, bien épais, suffisamment large. Vous pouvez le replier en 2 pour faire une double couche pour dire aux gens, voilà, vraiment, je vois rien. Et est-ce que tu vois vraiment rien ? Et tu vois vraiment rien au travers. D'accord. Puisqu'on utilise une autre technique pour ceux qui connaissent les techniques de mentalisme plus classique. Plus classique, on est sur du Gypsy Peak, voilà, le nom est lâché. Et puis les sacs sont très bien conçus. On va le dire, ils ont un marquage, hein, c'est pas un secret pour personne, la psychométrie, ça marche comme ça. Donc ils ont un marquage qui est très bien parce que qui ne permet pas de se tromper. Les sacs sont bien fichus parce que ils sont doublés à l'intérieur avec une toile un peu résistante au cas où les gens mettent des choses qui peuvent un peu écorcher le tissu, donc genre des clés ou des trucs, je sais pas, quelqu'un qui mettrait un couteau ou un rasoir, c'est con mais bon voilà. J'y pense. Voilà. Tu vois, c'est pas si con que ça. Donc voilà, du coup à l'intérieur c'est une toile renforcée, donc c'est plutôt pas mal, même si l'extérieur reste du velours. Il y a une petite subtilité, on peut rajouter un marquage supplémentaire grâce à une spécificité du sac. Donc ce marquage n'existe pas, mais il en parle dans la vidéo et ça permet de rajouter un second type de marquage pour que ce soit pour faire d'autres routines ou pour dans la routine faire un effet particulier. C'est un très très bon set, ça prend pas beaucoup de place. Le point négatif, si je devais en mettre un, c'est que il y a que 4 sacs. Donc c'est un effet où vous allez avoir que 4 spectateurs. Vous vous doutez bien que dans une routine de psychométrie, quand vous en avez trouvé 3, le 4e, il est pas difficile à trouver, c'est le dernier. C'est pour ça que la fin, elle est toujours différente des 2 premiers. Sinon, donc, ça n'a aucun intérêt. Donc là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais voilà, les routines sont plutôt courtes. C'est pas si mal que ça parce que en réalité, souvent, c'est un peu long et pénible à regarder quand c'est mal joué, la psychométrie. Donc là, ça permet de se concentrer sur quelque chose de court. Et je dirais que c'est un super bon produit pour rentrer dans l'univers de la psychométrie. Moi, je l'utiliserai en close-up, notamment en close-up ou en salon. Pour la scène, j'ai un autre set de Luca Volpe qui est un peu différent, qui marche pas en close-up parce que trop gros, trop
trop bizarroïde, mais sur scène, il est mieux parce qu'il permet plus de choses. En close-up, j'ai aussi une autre routine, mais qui me permet de la faire quand j'ai des gens que je connais vraiment, et donc qui est une routine qui utilise des enveloppes, et les gens dessinent des choses, donc ça me permet de savoir effectivement retrouver les dessins des gens, ce qui fait que c'est moins compliqué à présenter pour un public connu, parce que leurs objets tu les connais, mais leurs dessins tu peux pas les connaître à l'avance. Donc bien entendu. j'ai gardé ces 3 routines là, mais clairement Pure Psychométrie rentre dans mon top 3 de ce que j'ai pu voir en routine de psychométrie. Parce que tu parlais de 4, mais 4, ça me paraît être le minimum. Et au-delà, parce que 1, ça serait ridicule, 2, c'est pareil, et 3, ça serait vraiment le minimum du minimum pour que l'intérêt commence à être bon, c'est 4, quoi. Et au-delà, 5, ça commence à devenir ennuyeux. Ou alors, il faut que tu apportes vraiment des idées auxquelles personne n'a encore pensé, en tout cas que j'ai pas encore vu. Il faut de la variation pour avoir 5 spectateurs. Dans ma routine de psychométrie avec des enveloppes, j'ai 5 enveloppes, et en fait j'ai une variation progressive jusqu'à la dernière enveloppe que je n'ouvre jamais, mais que je peux révéler en fait. Et du coup, en fait, on commence par j'ouvre une enveloppe, j'analyse ce qu'il y a dedans et je peux retrouver la personne. Ensuite, j'ai plus besoin d'ouvrir les enveloppes, mais juste en ressentant, je peux les attribuer. Et je termine par j'ai même pas besoin de la dernière enveloppe, elle a déjà été jetée. Par contre, je suis capable de reproduire ce que la personne a fait. Donc, il y a une montée crescendo. Pareil sur la routine de Luca Volpe, il y a 5 spectateurs, mais comme il y a différentes façons de prendre l'information, il y a des informations visuelles, donc au début tu fais visuellement, après tu fais non visuellement, après tu fais tu finis par quelque chose d'assez théâtral, d'assez scénique. Les 2 derniers en fait tu les révèles en même temps. Vu que tu as déjà pas mal de matériel, 2 questions en une en fait. D'abord c'est le prix, et qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi tu l'as acheté alors que tu es déjà équipé apparemment, je veux dire? Alors, pour répondre à la première question, qui est la question du prix, c'est hyper abordable, je trouve, comme set de psychométrie, c'est 57 €. Ah oui? Je trouve ça très abordable. Ensuite, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Tout simplement parce que je voulais un set sous forme de sac, mais celui de Luca Volpe, les sacs sont tellement bizarres que c'est très très dur à utiliser en dehors de la scène en fait. En close-up, si t'amènes ça, les gens vont dire mais c'est quoi ce truc? C'est vraiment bizarre. Pourquoi tu me présentes ça? C'est très gros, c'est très imposant. En close-up, ça marche pas bien. Donc, je voulais un set de close-up. Alors, certains auraient pu me dire, bah, t'aurais pu te faire ton propre set, t'aurais été chez une couturière. Voilà, c'est ce que je disais au début, quoi. Voilà. Mais du coup, 1, j'ai pas de couturière. 2, j'avais la curiosité aussi de voir ce que pouvait proposer Dick Christopher, connaissant la qualité de leurs instructions. Et rien que pour ça, bah, je trouve que ça vaut le coup. Alors, 57 €, excuse-moi de revenir là-dessus, mais c'était le prix précommande, non? C'est le prix qu'ils vendent actuellement sur leur site web. Ah, sur leur site web, d'accord. Ouais, sur leur site en direct, ouais. Je regardais dans des boutiques pas chères et je les voyais déjà à 65 €. Bon, ça reste raisonnable, mais c'est un petit peu plus cher, quoi. Mais si vous allez sur leur site, il est vendu à ce prix-là. D'un point de vue technique, ils apportent rien. Pour les gens qui cherchent une nouvelle méthode, la méthode, elle est exactement la même que pour tous les autres sets de psychométrie. Donc, pas de nouveauté sur ce côté-là. Par contre, des très belles constructions de routine. Ça, je trouve que c'était hyper intéressant. Ça permet de se cultiver aussi sur le sujet. Ah, tu vois, je suis étonné parce que je m'attendais à plus, quoi. J'avais pas vérifié les prix. J'ai vu le matériel. Bon, comme je le disais, je me suis pas tourné sur ce produit parce que c'est pas quelque chose que je présenterais. Et j'imaginais que ça serait peut-être le double, tu vois. Ouais, mais donc, ça aurait pu être beaucoup plus cher, clairement. Bon, bah écoute, agréablement surpris. Bon, moi, je me sens un petit peu minable avec mon tour à 16,95 où j'ai l'impression que j'avais pas grand chose à dire, si ce n'est que les cartes changeaient visuellement. Bon, alors, je me dis que là, on en a eu un petit peu pour toutes les audiences, hein, que ce soit du close-up carte, pure magie, ou alors du mentalisme. Bah écoute, je crois que on arrive au terme de ce 14e épisode. J'espère que ça vous aura plu à tous, vous qui nous écoutez. Surtout, on vous demande pas d'argent, vous l'aurez compris. La seule chose qu'on vous demanderait, à la limite, c'est des commentaires, des questions. Et des partages. Partagez-nous, conseillez-nous à vos amis magiciens, aux gens que vous connaissez qui aiment la magie. Plus on aura d'auditeurs et plus ça gratifiera notre petit ego de producteur de podcasts débutants, j'ai envie de dire. Ouais, vraiment là pour rigoler, pour parler sérieusement, pour échanger avec vous. Et justement, échanger, ça veut dire nous envoyer un petit message
hein, ça coûte rien. Et puis peut-être nous suggérer des idées de tours, de sujets. Et pourquoi pas des questions, parce que je suis certain, il y a plein de questions que vous pourriez nous poser. On vous met au défi. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépendra du moment où vous nous écoutez. Et on vous dit à très bientôt, Vincent, au plaisir. À très bientôt, Olivier, et au plaisir de vous avoir avec nous sur le Fougou. À bientôt, au revoir.